Est-il possible de vivre en tant que juif, de défendre les juifs tout en poursuivant une carrière artistique? Pendant des générations, les juifs américains ont joué un rôle prépondérant à Hollywood et au théâtre, mais ils ont rarement utilisé ces plateformes pour défendre des causes juives, et encore moins pour utiliser leur travail afin d'expliquer ou de mettre en valeur la vie juive comme quelque chose à célébrer et à considérer comme normal, plutôt que comme un simple décor de tragédie ou quelque chose qu'il fallait abandonner pour devenir pleinement américain. Et à la suite du 7 octobre et de la banalisation de l'antisémitisme qui s'en est suivi, l'effacement des Juifs ainsi que l'acceptation de la diabolisation d'Israël sont devenus la norme. Mais un artiste juif ayant grandi à Hollywood essaie d'inverser cette tendance. Cette semaine, dans Think Twice, nous discutons avec l'acteur, artiste et podcasteur Jonah Platt de ce que signifie être juif aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans Think Twice. Les Juifs sont omniprésents dans la culture populaire américaine depuis plus d'un siècle. En fait, on peut dire qu'ils ont plus ou moins inventé Hollywood. Mais peu de ceux qui l'ont fait, ou parmi ceux qui ont suivi leurs traces, ont utilisé leur célébrité et leur influence pour aider à populariser une image de la vie juive qui la présentait comme quelque chose de normal. Hollywood reflétait l'impulsion des Juifs ayant réussi socialement à s'assimiler pleinement, mais présentait aussi ceux qui ne le faisaient pas, ou du moins souhaitaient conserver leur identité comme une partie significative de leur vie, comme des personnes qui devaient disparaître. Mais ce retrait de la particularité juive n'était qu'un prélude à ce qui a suivi. L'adoption par la gauche américaine de théories gauchistes toxiques comme la théorie critique de la race, l'intersectionnalité et le colonialisme de peuplement, qui ont faussement qualifié Israël et les Juifs d'oppresseurs blancs, et le sionisme de forme de fascisme raciste. Après les attaques terroristes menées par le Hamas et les Palestiniens arabes contre les communautés israéliennes le 7 octobre 2023 et la vague mondiale d'antisémitisme qui a suivi, le soutien à Israël a disparu. Et l'indignation face à l'augmentation sans précédent de la haine des Juifs, ou même face aux atrocités du 7 octobre, s'est rarement fait entendre dans le monde des arts, même de la part de ces Juifs les plus en vue. Cependant, il existe des exceptions et nous en avons une parmi nous aujourd'hui. Jonah Platt est un acteur, chanteur, écrivain, metteur en scène et producteur connu pour ses apparitions à Broadway, au cinéma et à la télévision. Mais depuis le 7 octobre, son principal projet a été Being Jewish with Jonah Platt, son podcast. Élevé à Hollywood par un père producteur à succès engagé dans la communauté juive et une mère militante juive influente et philanthrope. Il s'est donné pour mission de promouvoir une image positive de la vie juive et d'inspirer une meilleure communication et unité au sein de la communauté juive. Jonah Platt, bienvenue dans Think Twice. Merci de m'accueillir. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous rejoindre aujourd'hui. Je voudrais commencer par vous demander, qu'est-ce qui vous a poussé à commencer à vous concentrer sur votre identité juive après le 7 octobre, alors qu'il semblait que la plupart des Juifs dans les arts créatifs applaudissaient l'attaque contre Israël ou restaient tout simplement silencieux? Je remettrai en question la deuxième partie de votre affirmation. Je pense que peut-être ceux qui étaient parmi les plus bruyants semblaient applaudir. Mais nous avions beaucoup de gens à Hollywood, à la fois des personnalités à l'écran et beaucoup de personnalités hors caméra qui, comme moi, sont maintenant plus engagés que jamais. Et je ne veux certainement rien enlever aux combattants juifs macabéens très vocaux que nous avons à Hollywood qui ont vraiment tous répondu présents en ce moment. Mais pour parler en mon nom, vous savez, c'est le moment le plus important de ma vie, sûrement aussi de nos vies à tous en ce qui concerne la communauté juive. Si vous n'allez pas assumer pleinement votre identité juive et vous tenir droit pour la défendre et en être fier maintenant, quand le ferez-vous? Donc pour moi, vraiment, ce n'était pas un choix. Ce n'était pas une décision consciente du genre « Oh, devrais-je le faire ou pas ?» Quelles pourraient être les conséquences? Il n'y avait rien de tout ça. Voilà qui je suis. C'est l'heure de vérité. Nous voyons, vous savez, le 7 octobre a été une horreur comme aucun de nous n'en avait jamais vu, certainement de mon vivant.
Et il y avait deux façons d'y faire face. Je suppose que certains s'en sont détournés et d'autres ont su se montrer à la hauteur du moment. Et pour moi, il n'y avait vraiment pas d'autre choix. J'ai simplement suivi, vous savez, je pense à une citation de Mark Cuban où il dit « Ne poursuis pas tes rêves, poursuis tes efforts ». Et ça m'est toujours resté en tête. Et mes efforts m'ont toujours mené dans cette direction. J'ai simplement mon énergie et mon temps, c'est naturellement là que mon énergie et mon temps allaient. Et après quelques mois à être très engagé sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle, dans les jours qui ont immédiatement suivi le 7 octobre, je voulais vraiment me concentrer sur mon engagement proactif pour la cause juive. Et c'est de là qu'est né le podcast lui-même Être juif. Quel est mon message central, proactif et positif? Vous savez, mes valeurs que je veux vraiment défendre, pas seulement réagir à tout ce qui se passe en ce moment, mais vraiment réfléchir à « d'accord, la poussière retombe ». À quoi cela va-t-il ressembler à l'avenir? Merci d'avoir écouté Think Twice. Que vous nous écoutiez sur l'une des plateformes de podcast ou que vous nous regardiez en direct sur Facebook, X ou sur la chaîne YouTube de JNS, merci d'aimer et ou de vous abonner à JNS, de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications et de nous laisser de bons avis. En plus de Think Twice, il existe le podcast Jonathan Tobin Daily, où je partage davantage d'actualités et d'analyses sur les questions majeures actuelles. Vous pouvez retrouver l'émission quotidienne sous le nom Jonathan Tobin Daily sur la chaîne JNS ou que vous écoutiez vos podcasts. Et maintenant, retour à l'émission. Oui, et je pense qu'il est juste de dire, vous savez qu'il y a eu bien sûr beaucoup de Juifs qui se sont exprimés, qui sont dans les arts, et vous savez, on fait des choses très louables. Mais j'entendais, surtout pendant ces premiers mois, semaines, mois, la première année, 2023 allant vers 2024, j'entendais des lecteurs me demander, vous savez, et cette personne-là, et cette autre personne, vous savez quoi? Je me suis surpris à le faire moi-même. Et j'ai toujours été le genre de personne à penser que moins j'en sais sur mes artistes ou athlètes préférés, moins j'en sais sur leur vie personnelle ou leurs convictions, plus je serai heureux. Je n'ai jamais voulu creuser là-dedans parce que, vous savez, en général, ça ne vous rend pas plus heureux. C'est vrai. Inutile de savoir que votre idole sportive d'enfance était un ivrogne ou autre chose du genre. Ou qu'il avait des opinions vraiment horribles, qui vous choquent. C'est ça. Séparer l'œuvre de l'artiste. C'est ça. Mais je me suis retrouvé, vous savez, à regarder où, vous savez, on regarde sur les réseaux sociaux et on a envie de tendre la main et de les secouer en disant « Hé, c'est vraiment important. C'est un moment historique. » Je veux dire, je repensais à ce que j'ai lu sur les Juifs à Hollywood à la fin des années 1930 et j'aimerais en savoir un peu plus sur l'histoire des Juifs et des arts. Mais je me souviens avoir lu, vous savez, quand le grand écrivain Ben Hecht, qui était, vous savez, une superstar, autant qu'on pouvait l'être en tant qu'écrivain à Hollywood, essayait de susciter l'intérêt des gens. Et il n'était pas très impliqué dans la vie juive, mais il a écrit sur le fait d'être tombé accidentellement sur l'histoire et d'avoir réalisé, comme il l'a écrit, que sa tribu était Israël. Et il était vraiment en colère contre les autres Juifs qui ne prenaient pas la parole. Je me suis surpris à penser, mince, pourquoi tu ne fais rien? Pourquoi tu ne dis rien? Est-ce que tu faisais la même chose? Oui, je veux dire, je pense que ce que j'ai fini par comprendre et ce qui est vraiment devenu évident, c'est ce qui s'est passé à Hollywood après le 7 octobre. Il y a plusieurs catégories différentes. Je pense que ce qui a aggravé ce sentiment de frustration, c'est le manque de réciprocité. Je pense que beaucoup de gens ont ressenti que tous ces autres groupes de personnes, au cours des 10 ou 20 dernières années, ont eu des moments où ils avaient besoin de solidarité et de soutien. Et Hollywood avait été là pour eux, que ce soit pour les Juifs ou les non-Juifs. Et puis, quand c'était autour des Juifs d'avoir besoin d'aide, il n'y avait plus personne. Donc, je pense que c'était vraiment un élément important. C'était comme si j'avais été là pour toi quand tu en avais besoin, et maintenant tu n'es plus là du tout. Donc, cette sorte d'absence a vraiment été profondément ressentie, et je sais, c'est certain, ressenti par des gens de l'industrie qui, tu sais, ceux qui m'ont le plus frustré n'étaient pas forcément ceux qui ne postaient pas de drapeau israélien, mais ceux qui, la deuxième semaine d'octobre, n'ont pas pu mettre leur nom sur une lettre disant « libérer les otages », tu vois, parce qu'ils ne pouvaient pas s'impliquer ou peu importe la raison. Pour moi, ça, je ne comprendrai jamais. Et pour moi, c'est vraiment inexcusable. Je pense que ce qu'on a fini par voir, c'est que
peu importe ton association ou ton niveau d'engagement en tant que juif. Avant le 7 octobre en général, c'est ça qui aurait dicté la réaction qu'on aurait dû attendre de toi après le 7 octobre en fonction de la façon dont ces gens d'Hollywood ont réagi. Donc, je pense qu'on était nombreux à attendre quelque chose de certaines personnalités juives qui n'avaient jamais pris la parole pour le peuple juif. On espérait qu'ils prennent soudain la parole un jour aussi terrible, alors qu'ils ne le font même pas quand tout va bien, et on a été choqués qu'ils ne le fassent pas. Je ne leur cherche pas d'excuses, mais au fond, que pouvais-tu attendre? Cette personne n'est pas un membre engagé de cette communauté. C'est, vous savez, quelqu'un qu'on pourrait appeler un juif peu impliqué, qui est certainement juif par naissance et par association, mais qui ne vit pas sa vie quotidienne de manière significativement juive. Il ne fait rien pour les causes juives. Il ne pratique pas son judaïsme d'aucune manière que ce soit. Et ces personnes-là, on ne devait pas s'attendre à ce qu'elles se mobilisent le 7 octobre. D'une certaine manière, nous avons été agréablement, je ne veux pas dire surpris, mais c'était vraiment agréable de voir les personnes qui s'identifient vraiment et se sentent engagées en tant que juifs, qui n'avaient peut-être pas été aussi promptes à prendre la parole auparavant, mais qui ont vu ce moment comme une occasion de dire « OK, maintenant je vais m'exprimer ». Nous avons vu cela. Nous avons vu ces personnes, dont je viens de parler, qui n'avaient jamais été vocales auparavant et qui ont continué à ne pas l'être. Et puis il y a ceux qui sont un peu au milieu. Et ce sont ceux-là. Je suis plus frustré par les personnes qui sont plus engagées. Ils auraient pu en dire plus, et pour des raisons d'image ou pour d'autres raisons, ils ne l'ont pas fait. Et ceux-là m'ont frustré. Donc pour moi, ce n'est pas comme si Hollywood, dans son ensemble, tout le monde était pareil. Vous m'avez tous déçu. Comme tu l'as dit, certains acteurs préférés sont de vrais ivrognes. On finit toujours déçu par certaines personnes, surtout celles dont on attendait mieux. Tu as déjà été un allié pour d'autres personnes auparavant. Maintenant, c'est ton propre peuple. Tu as déjà animé, tu sais, des galas juifs auparavant. Quelle est ta position là-dessus? Ces gens-là m'ont vraiment frustré. Oui, je pense que, tu sais, il y a une perception parmi les non-artistes qu'il y a des répercussions à prendre la parole pour une cause impopulaire. Et évidemment, Israël est maintenant une cause impopulaire, hélas, tu sais, dans les cercles à la mode, et qu'il y aurait des répercussions. Je sais que dans d'autres domaines artistiques, comme la musique classique, il est très difficile de soutenir Israël. Ceux qui l'ont fait reçoivent beaucoup de retours négatifs. Mais j'ai aussi entendu, et tu sais, quelqu'un comme Jennifer Goodwin que tu as interviewé, tu sais, dans ton podcast, dirait que ce n'est pas du tout vrai. Et elle a vraiment, tu sais, elle s'est vraiment investie dans son identité juive depuis le 7 octobre. Dans l'ensemble, est-ce aussi ce que tu as entendu? Oui. Dans l'ensemble, il n'y a pas de mise sur liste noire des personnes qui prennent la parole pour Israël. Ça n'arrive tout simplement pas. Je dirais que ce qui se passe, c'est ceci. C'est beaucoup plus une question de commerce général concernant certaines marques ou certains projets. Ils pourraient ne pas vouloir s'associer à quelqu'un qui attire bruyamment et ouvertement l'attention sur n'importe quel type de problème. Ce n'est pas une question juive ou israélienne. Certains veulent seulement vendre des baskets et ne pas traiter avec ceux qui apportent autre chose que acheter ces baskets. Comme l'actrice qui a joué Blanche-Neige. Quelque chose comme cette situation. Tu sais, qui a été accusée d'avoir fait couler un film qui allait probablement échouer de toute façon parce qu'elle, tu sais, elle est devenue très engagée à gauche. D'accord. Mais pour moi, comme dans cette situation, peu importe vraiment quel est le sujet. C'est que si tu choisis un sujet sensible et que tu apportes cette tension sur un projet commercial, les gens ne veulent pas de ces problèmes. Je comprends, tu essaies de vendre quelque chose. Ce serait pareil si tu faisais la promotion d'Israël et que tu étais là, tu sais, en train d'essayer de vendre des baskets ou quoi que ce soit. Mais si quelqu'un dit « je soutiens fortement Israël », on se dit « on ne peut pas embaucher ce type ». Je ne vois pas ça arriver. Et en fait, ce que je constate, c'est que, tu sais, il y en a tellement, une fois que tu relèves la tête et que tu lèves la main en disant « ouais, je fais partie des Juifs pro-Israël », tu retrouves tes compatriotes partout dans le milieu pro. Super. Que peut-on faire ensemble? Quels sont les projets que nous essayons tous maintenant, de toute urgence, de réaliser, de vendre et de raconter? Et tu le vois partout dans l'industrie, des cadres de studio aux producteurs.
en passant par les scénaristes et les acteurs, comme si tous ceux qui se sentent concernés sont désormais mobilisés comme ils ne l'étaient pas avant le 7 octobre, avec des enjeux et une urgence accrue. Et tu sais, c'est difficile de faire raconter et produire ces histoires pour plusieurs raisons, mais pas à cause d'une sorte de mise sur liste noire. Ce n'est pas à cause du genre « nous n'aimons pas Israël, nous n'aimons pas les Juifs, nous ne raconterons pas votre histoire ». C'est plutôt que si c'est difficile à faire aboutir, c'est parce que A, on a du mal à trouver le bon talent ou quelque chose pour raconter cette histoire juive. Donc, par exemple, la série Netflix Nobody Wants This. Pour moi, c'est l'exemple parfait de ce que nous devrions tous essayer de faire à Hollywood, ce qui est génial. Comédie romantique contemporaine avec de grandes stars vraiment captivantes. Ça parle entièrement des Juifs et de combien les Juifs aiment être Juifs. Incroyable. Parfait. Là où ça devient plus difficile, c'est si vous n'avez pas une Kristen Bell et un Adam Brody pour jouer dans votre série, ça peut être beaucoup plus compliqué. Et peut-être que vous avez du mal à trouver cette personne parce qu'elle est nerveuse à l'idée de participer à un projet juif. C'est là que vous pourriez rencontrer ce genre de problème. Ou bien l'histoire que vous essayez de raconter est, je ne veux pas dire trop juive, mais c'est plutôt que cela n'a pas assez d'attrait universel en tant qu'œuvre de divertissement, que cela n'a pas ses propres mérites, au-delà du fait d'être simplement une histoire juive importante. Parce que ça va coûter beaucoup d'argent à produire et vous allez avoir besoin du grand public pour récupérer votre investissement, n'est-ce pas? Exactement. C'est un marché, non? Je ne peux donc pas dire « je fais ce film pour les 15 millions de Juifs sur Terre et j'ai besoin que chacun le voie pour gagner un centime », n'est-ce pas? Ça doit être. C'est une histoire vraiment captivante. Ce sont des personnages vraiment fascinants. Ah, et au fait, ils sont juifs. Et la façon dont ils parlent, interagissent et vivent leur vie est profondément juive. Ce sont le genre de projets qui devraient être ciblés et qui se passent en coulisses. Et des gens travaillent vraiment dessus. Actuellement, le secteur est difficile et il est compliqué de mener des projets à terme. Comme beaucoup le savent, Hollywood change vite et il est plus dur que jamais de créer des œuvres originales. Donc, tout ça, ce sont plein de facteurs. Mais pour faire court, je n'ai jamais ressenti quoi que ce soit du genre « Oh, ce type parle d'Israël. On ne peut pas l'embaucher. » Comme je l'ai dit, les Juifs ont joué un rôle central dans la création d'Hollywood et l'industrie du cinéma puis de la télévision. Nous l'avons créé. Oui, exactement. Même si le musée d'Hollywood ne voulait pas en parler au début, mais laissons cela de côté. Mais la représentation de la vie juive, autrement que comme une exception, une victime ou un groupe désireux de s'assimiler, n'était pas quelque chose que la plupart des Juifs d'Hollywood étaient particulièrement à l'aise ou intéressés à montrer. Vous savez, alors que les antisémites ont toujours été prompts à présenter Hollywood comme une institution juive, les Juifs d'Hollywood, à l'âge d'or d'Hollywood, voulaient être tout sauf des représentants des Juifs, ou même leurs défenseurs. Comme je l'ai dit, comme Ben Heck l'a découvert dans les années 1930, évidemment, le Hollywood des années 2020 est très différent. Mais selon vous, comment cette histoire a-t-elle influencé la réaction des Juifs dans l'industrie du divertissement face au 7 octobre et à la montée actuelle de l'antisémitisme dans le monde entier? Y a-t-il encore une certaine réticence, en dehors des facteurs de marché, à vraiment se plonger dans une histoire juive authentique? Vous savez, évidemment, ils ne s'inquiètent pas de ne pas être assimilés comme pouvaient l'être, disons, les patrons des studios dans les années 30, mais pensez-vous qu'il y a une certaine réticence à raconter des histoires juives? Oui, vous venez d'aborder tous les aspects. Je veux dire, je pense que ce que nous voyons aujourd'hui, c'est une sorte d'éthique héritée des années 30 ou, comme vous l'avez souligné, dans les années 30, et encore une fois, Enfin, oui, c'est ce que je pense. Je comprends pourquoi les patrons de studios de l'époque ont changé leur nom de Shmuel Goldfish en Samuel Goldwyn. Vous savez, ce n'était pas tellement que c'était terrible d'être juif, c'était plutôt « je suis américain maintenant. Je viens d'arriver ici depuis l'Europe de l'Est. Je veux faire partie du tissu de cette société. » Nous sommes en train de créer cet imaginaire américain. Et vous savez, ce qui est intéressant, c'est que, bien sûr, le Hollywood classique est vraiment imprégné de récits et de morale juifs. Il ne l'appelait simplement pas comme ça. Ce n'étaient pas des histoires juives. Ainsi que beaucoup d'acteurs juifs. Oui, vous savez, bien sûr, partout, mais pas ouvertement juifs. Et généralement, ils jouaient des non-juifs. Vous savez, des gens comme Paul Muni qui incarnaient toutes les ethnies sauf le juif qu'il était. Je comprends un peu pourquoi c'était comme ça à l'époque. Et je pense que ce que vous voyez aujourd'hui, c'est l'effet résiduel de ce sentiment
qu'il fallait minimiser la judéité et qu'il fallait se dire « nous sommes simplement Américains ». Nous le sommes et je pense que c'est en quelque sorte la base. Et puis je pense que depuis cette époque, ce qui a aussi aggravé cela, c'est cette peur non remise en question de « eh bien, si nous l'affichons trop ». Ils vont dire « les Juifs contrôlent ceci et les Juifs font cela », ce à quoi je réponds toujours « ils le disent de toute façon ». Alors, autant en tirer quelque chose. Vous savez, j'ai en fait eu cette conversation, ce même échange avec Jason Alexander sur mon podcast, et il a expliqué, je lui ai un peu demandé pourquoi, il a expliqué, eh bien, je pense qu'il y a cette peur. Et j'ai dit, eh bien, ils le disent, de toute façon. Alors pourquoi ne pas simplement le faire? Et là, il a dit qu'il n'y avait pas pensé. Je ne crois pas que cela ait été remis en question. Beaucoup de choses sont héritées. Je pense que c'est juste la façon dont Hollywood fonctionne depuis longtemps. On ne veut pas donner l'impression qu'on est aux commandes parce qu'ils disent tous qu'on contrôle tout. Donc, tout pouvoir que nous avons, nous ne devrions pas vraiment l'utiliser au bénéfice des nôtres. Nous devrions nous assurer de toujours mettre les autres en avant, ce qui est très bien. C'est bien de valoriser les autres, mais nous ne sommes souvent pas inclus dans cette valorisation. Et puis encore, je pense qu'il est aussi important de noter que beaucoup des Juifs à Hollywood ne sont déjà pas des Juifs engagés. Donc, encore une fois, s'attendre à ce que ces personnes soient celles qui portent, vous savez, les projets juifs, les priorités juives et qui valorisent les voix juives, ils ne vont pas le faire. Ils ne se voient pas dans ce rôle. Ils ne considèrent pas cela comme leur responsabilité. Je ne serais pas surpris que d'ici 1 ou 2 générations, leurs familles perdent tout lien avec le judaïsme. Ce sont des Juifs très éloignés, comme beaucoup à Hollywood et aux États-Unis, n'est-ce pas? Oui, j'allais dire que c'est le plus grand groupe démographique de la population juive, ce que les démographes appellent les Juifs sans religion. Exactement. Donc, disons que c'est quelque chose, je crois qu'à Los Angeles, c'est quelque chose comme 40% ou 30%. Donc, on pourrait penser qu'à Hollywood, il pourrait y avoir un pourcentage similaire, que beaucoup de Juifs, pour ainsi dire, comme on en parle, ne comptent même pas vraiment comme Juifs en termes de responsabilité ou de priorité juive au sein de l'industrie. Oui, Cela m'amène à ma prochaine question, qui, vous savez, était, je pense, l'une des analyses les plus pénétrantes sur le monde juif contemporain. La phrase de Cynthia Oziek selon laquelle l'universalisme est le particularisme des Juifs. J'aimerais explorer cela avec vous. Défendre des valeurs universelles est important dans le judaïsme, mais ce n'est pas tout. Cependant, cet aspect de la civilisation juive paraît celui auquel la majorité des Juifs américains, élevés avec des valeurs politiques et sociales libérales, peuvent le plus facilement se raccrocher. Et c'est la base de beaucoup de bonnes choses accomplies par les Juifs en Amérique et ailleurs, mais cela les a aussi désarmés quand il s'agit de se défendre eux-mêmes. Beaucoup de Juifs, même parmi ceux qui assument le plus ouvertement leur identité juive, surtout dans les arts, semblent bien plus intéressés par le point de vue de l'autre que par la perspective des Israéliens ou des Juifs. C'est très positif, d'une certaine manière, pour promouvoir le dialogue en soi. Mais cela ne défend pas vraiment les Juifs dans leur État lorsqu'il est assiégé, submergé non seulement de critiques, mais aussi d'accusations de meurtres rituels et de tentatives de délégitimation. Même après le 7 octobre, leur demander de défendre les Juifs comme d'autres groupes se défendent eux-mêmes semble très difficile pour eux. Est-ce pour cela que la réaction des Juifs du monde artistique face à la crise actuelle a été, beaucoup dans le public l'ont ressenti, aussi décevante? Je pense que c'est une observation très pertinente. Et je pense que la réponse est oui. Je pense que c'est une forme très américaine du judaïsme, cette idée que judaïsme égale tikkun olam, du début à la fin, c'est tout ce que ça représente. Et bien sûr, ce n'est pas tout ce qu'est le judaïsme. C'est certainement un aspect important du judaïsme et une belle partie, comme tu l'as dit, une partie de ce qui a fait de nous un élément si dynamique dans toutes les sociétés où nous avons vécu. C'est la façon dont nous nous en soucions. Je veux dire, c'est l'un de nos commandements principaux, exprimé de 100 façons différentes dans toute la liturgie et les écritures juives. Tu sais, prends soin de l'étranger, prends soin de la veuve, prends soin de l'orphelin, prends soin de ton ennemi, prends soin de ceci, de cela. C'est extrêmement important. Point final. Et ce n'est pas tout. Tu as besoin de voir l'ensemble. Nous sommes bien plus que ce seul ensemble de valeurs quand il s'agit de qui sont les Juifs. Et si toute ta définition de ce que c'est qu'être juif se résume à la justice sociale, alors ta foi, ta tribu, ce ne sont pas vraiment les Juifs, c'est la justice sociale.
Tu te contentes d'y coller une kippa, en somme. Oui, j'ai regardé ton épisode avec Jason Alexander. Et tu sais, il est super. Il est tellement talentueux et il s'est vraiment engagé, tu sais, tout au long de sa carrière à défendre les causes juives. Mais j'ai trouvé intéressant quand il a parlé de sa réticence à simplement prendre la parole. Pour, tu sais, un enfant pris en otage. Tu sais, au début, après le 7 octobre, il voulait parler des enfants en général, tu sais, et n'était pas à l'aise de mentionner seulement les victimes israéliennes sans évoquer les Palestiniens aussi victimes. Et j'étais là, genre, tu sais, ben, je comprends ça, mais en même temps, ce n'est pas non plus ce que quelqu'un de l'autre côté va penser à faire. Ouais. Et il n'est pas le seul invité que j'ai eu qui a exprimé un sentiment similaire, tu sais, en révélant ça. Encore une fois, c'est sûrement quelque chose qui n'est presque jamais remis en question, même intérieurement, cet instinct de devoir vraiment partager. Waouh, 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 je ne fais pas de communautarisme là. Je ne privilégie pas les Juifs. Dieu m'en préserve d'être uniquement pour eux. Exactement. Dieu m'en garde que quelqu'un pense que j'ai, vous savez, une allégeance envers un groupe de personnes plutôt qu'un autre. Et je veux dire, je pense que c'est normal de mettre sa famille en premier dans la vie, vous savez, toutes choses étant égales par ailleurs, bien sûr. Et ce n'est pas non plus un jeu à somme nulle. Vous savez, vous pouvez faire une vidéo pour un otage, puis faire autant d'autres vidéos pour qui vous voulez, mais il ne devrait pas y en avoir. Je crois que vous n'avez pas à hésiter ou à remettre en question votre envie d'être là pour les vôtres quand ils en ont besoin. Je pense que personne n'a à s'excuser pour ça. C'est tout à fait naturel. Et encore une fois, comme vous l'avez dit, non seulement l'autre côté de cette équation n'a pas ses scrupules, mais aucun autre groupe n'a ses scrupules. Jamais un Américain d'origine asiatique ne dira « Oh non, on attaque les Américains d'origine asiatique. Dois-je dire quelque chose alors que je dois aussi me soucier des autres groupes? » Est-ce qu'il se demanderait « Est-ce que j'en ai assez fait pour eux? » Non, c'est plutôt « Vous m'attaquez, je vais défendre mon groupe. » C'est très naturel. C'est pas naturel de ressentir le besoin de s'excuser pour ça. Cela peut vraiment être plusieurs choses à la fois. Personne ne dit que ce doit être un jeu à somme nulle. C'est moi ou personne, mais il est normal de donner la priorité à son propre groupe, à sa propre identité. C'est naturel, c'est ce que nous sommes, il n'y a rien de mal à cela. Oui. Eh bien, en parlant de famille, nous vivons dans une culture politiquement divisée. Je pense que chaque famille juive, comme chaque famille américaine, a ses divisions sur la politique ainsi que sur Israël dans le monde d'après le 7 octobre. Vous faites partie d'une famille de personnalités très en vue, très connues, qui n'hésitent pas à exprimer leurs opinions. Et sans vouloir remuer le couteau dans la plaie, votre frère Ben a pris une position publique sur Israël qui est très différente de la vôtre ou de celle de vos parents, je pourrais ajouter. Comment gérez-vous ces différences? Y a-t-il un moyen de le faire sur des questions d'une importance capitale sans nuire aux relations? Parce que même si vous décidez de ne pas parler de certains sujets, et je pense que, vous savez, nous avons tous des familles, et vous savez, à Thanksgiving ou à Pâques, vous savez qu'il y a la trêve politique. Et s'il n'y a pas de trêve politique, vous savez, il peut y avoir des problèmes. Mais quand vous ne parlez pas des choses qui vous tiennent à cœur à tous les deux, ce genre de silence peut aussi mener à des malentendus, tout autant que les disputes. Totalement. Donc, je pense encore une fois que tu réponds presque toi-même à tes propres questions tellement elles sont pertinentes, Jonathan. C'est très juif de répondre à des questions par d'autres questions. Oui, tu sais, donc tu as absolument raison, quoique chaque fois que tu as une relation à laquelle tu tiens et qu'il y a un désaccord ou une différence, si tu veux préserver cette relation, tu dois la mettre en priorité. Mettre une relation en priorité, c'est communiquer. Ça veut dire communiquer au sein de la relation en disant « Hey, tu es quelqu'un qui compte pour moi. Je veux clarifier quelque chose. Je veux m'assurer qu'on se comprend bien. Je t'aime. C'est un sujet sur lequel on n'est pas d'accord, mais tu restes toi, je reste moi. On peut t'en parler. » Et je pense que le simple fait d'avoir cette conversation, et tu sais, j'ai beaucoup parlé dans mon émission de la façon d'avoir ces conversations profondes et longues. Il faut que ce soit des conversations profondes et longues. Ce genre de relation dont je parle, ce n'est pas pour ton ancien colocataire de fac à qui tu envoies parfois un tweet. C'est autre chose.
Tu sais, mon test décisif, c'est toujours, si tu ne te réunirais pas avec cette personne pour dîner, sauf pour débattre d'Israël ou autre chose, ce n'est pas la relation dans laquelle tu devrais investir tes efforts pour la sauver en ce moment. Mais si c'est quelqu'un que tu voudrais vraiment voir et avec qui tu voudrais passer du temps de toute façon, alors vas-y, va le voir et sois avec lui. Accorde-toi cet espace et cette conversation où vous pouvez, en toute sécurité et honnêteté, exprimer vos points de vue respectifs. Et puis, quand vous arriverez au bout de cette discussion, vous n'allez pas forcément changer l'avis de l'autre. Je trouve qu'en général, personne ne change d'avis après une conversation, tu sais, mais vous en venez à comprendre le point de vue de l'autre. Et ça te permet de dire, d'accord, je comprends, comme cette personne n'est pas un monstre complètement fou. Tu vois, ils constatent que je ne suis pas un maniaque génocidaire, contrairement à leur plus grande crainte. Nous sommes simplement des personnes avec des opinions différentes, pour diverses raisons. Nous pouvons reprendre nos vies et reparler de cela plus tard si on veut, sans obligation. On ne le fera probablement pas parce que, tu sais, on sait qu'on n'est pas d'accord et on préfère juste profiter d'être ensemble comme d'habitude et préserver cette relation. Mais on sait que la voie est ouverte et qu'il n'y a pas ce questionnement caché, cette tension cachée, ce soupçon caché du genre « qu'est-ce que cette personne pense ?» Qu'est-ce qu'elle dit dans mon dos? Qu'est-ce qu'elle pense vraiment de tout ça? Parce que tu l'as exprimé et ensuite tu peux en quelque sorte laisser ça de côté, continuer ta vie et ne pas te sentir émotionnellement responsable de ce que pense cette personne. Tu dois seulement entretenir une relation avec quelqu'un qui compte pour toi. Donc, je pense que non seulement c'est tout à fait possible quand il y a une grande rupture avec une personne à laquelle tu tiens, mais c'est aussi essentiel de le faire. Et tu sais, c'est quelque chose de réparateur et de vital à faire. Et regarde, encore une fois, il faut préciser que ça demande d'être deux pour danser le tango, n'est-ce pas? Donc, je veux dire, s'il y a quelqu'un qui vraiment, tu sais, s'est tourné de façon tellement destructrice dans une certaine direction qu'ils t'attaquent, qu'ils ne veulent plus rien avoir à faire avec toi et qu'ils disent des choses horribles sur toi. Et tu sais, tu n'as pas besoin de ça. Donc, ça ne peut marcher. Une relation ne fonctionne que si les deux personnes veulent qu'il y ait une relation. Et malheureusement, j'ai la chance de ne pas avoir été confronté à ça. Mais je connais beaucoup de gens comme toi, sûrement comme la plupart des Juifs aujourd'hui, qui ont soit vécu ça eux-mêmes, soit connaissent quelqu'un de proche qui l'a vécu. Ils ont des histoires terribles d'amis très proches qui coupent les ponts, tu sais, parce que « Ah, tu vas soutenir Israël, c'est fini entre nous », ce qui, pour moi, malheureusement, est concevable que ça puisse arriver. C'est tellement brutal. Tu ne peux rien y faire. Si quelqu'un est aussi horrible, c'est leur problème. Et ils devront vivre avec ça s'ils y arrivent ou non. Mais j'espère que tu es dans une situation où, lorsque tu te montres vulnérable et que tu mets la relation en premier, pas la dispute, pas le contenu, l'objectif n'est pas de changer la vie de l'autre, mais de voir comment on se perçoit et reste connecté dans la relation qui compte pour nous. J'espère que tu pourras préserver cette relation. Oui, je pense que c'est un très bon conseil. Je pense que le problème, c'est que notre culture générale, tu sais, évolue, avance et a évolué dans l'autre direction. Je me souviens avoir entendu des rabbins dire, tu sais, après 2016 et cette élection présidentielle, qu'il y avait des couples qui divorçaient à cause de ce qu'ils ressentaient vis-à-vis de Trump. Et je me suis dit que c'était fou. Il y a tant de meilleures raisons pour lesquelles des couples mariés pourraient se disputer, autres que la politique. Mais pourtant, c'est bien réel. Et je pense que, tu sais, ça s'est répercuté sur chaque sujet. Mais c'est certain, depuis qu'Israël est devenu un sujet aussi central dans la culture, je pense que ça pousse les gens dans ces directions négatives, où ils ont presque l'impression de perdre leur carte de solidarité, peu importe le camp auquel ils appartiennent. S'ils ne sont pas en colère ou en désaccord avec des proches ou des personnes très proches. Oui, c'est une fausse réalité, non? Les réseaux sociaux représentent aujourd'hui une grande part de notre vie, une réalité virtuelle ou fausse. Oui, ce que je veux dire, c'est que l'idée selon laquelle nous n'avons pas notre mot à dire sur la façon dont nous menons le dialogue les uns avec les autres, ou que, à cause de l'élection de 2016, et je suis d'accord pour dire que
Je pense que l'ascension de Donald Trump a vraiment ouvert cette incivilité horrible, dans la façon dont nous jugeons désormais acceptable de nous parler et de nous percevoir les uns les autres. Dans ce pays, et puis largement dans le monde entier, cela a vraiment commencé il y a 10 ou 15 ans. Nous n'avons pas besoin de le faire parce que c'est un peu partout autour de nous et nous voyons d'autres personnes le faire à la télévision, dans notre politique, sur les réseaux sociaux et autour de nous. On suppose que c'est ce qu'on fait maintenant. Mais nous pouvons choisir de ne pas le faire, de la même manière que nous sommes en train de perdre notre capacité d'esprit critique. Ce n'est pas que nous ne sommes pas capables d'avoir une pensée critique. Nous voyons simplement que beaucoup de gens ne le font pas. Et donc, nous continuons sans même, c'est inconscient bien sûr, mais nous ne... Oh, je suppose que je n'ai pas besoin de participer à ça. Je peux simplement lire quelque chose en ligne et supposer que c'est exact, puis commencer à en parler sans avoir fait la moindre réflexion critique. Nous devons continuer en quelque sorte à battre le rappel ici en disant « Eh non, il y a un choix que tu peux faire ici ». Nous pouvons simplement nous parler de manière civilisée. Nous pouvons nous voir les uns les autres comme des êtres humains. Il y a tellement plus de choses qui nous unissent que de choses qui nous divisent. Ce que nous faisons généralement maintenant, c'est qu'on va trouver la seule chose sur laquelle on n'est pas d'accord. C'est comme si on avait tout un repas devant nous. On est d'accord sur le plat principal, on est d'accord sur le dessert, on est d'accord sur l'entrée. Il y a un désaccord sur un petit poids dans l'accompagnement et tout le repas devient centré sur ce point. Si on ne se met pas d'accord, tu n'existes plus pour moi. Et ce n'est vraiment pas une façon de passer un bon repas. Et d'une certaine manière, on abdique notre responsabilité là-dedans alors qu'on peut choisir de nous comporter de façon plus respectueuse et plus positive, d'une façon qui produit vraiment quelque chose de positif. Au lieu de simplement suivre le courant et de laisser les choses s'enliser, puis dégénérer en discours haineux, en division et en polarisation. Nous pouvons choisir ici. Nous pouvons faire un choix. Ce n'est pas une loi de la nature que les êtres humains doivent être polarisés les uns contre les autres et se détester dans des camps séparés. Personne n'a jamais dit que ça devait être ainsi. Oui, c'est un peu comme ça que la culture évolue. Je sais, vous savez, je faisais un programme de débat avec mon vieil ami J.J. Goldberg, qui a été rédacteur en chef du Forward pendant longtemps, et nous faisions ces débats gauche-droite. Le principe était d'être de vieux amis pouvant discuter civilement, ce que nous avons fait partout en Amérique du Nord, même à Yerchou où se trouvait le rabbin Wolpe. Et ce qu'il y avait de curieux, c'est que nous débattions d'Israël et de toutes sortes d'autres sujets. Et à la fin, nous rappelions aux gens qu'ils avaient plus de points communs, vous savez, que de choses qui les divisaient. Mais souvent, la réaction du public était de dire « Vous n'êtes pas vraiment si en désaccord que ça ». Et vous savez, nous répondions « Mais est-ce que vous écoutiez ?» Nous n'avons fait que nous opposer. Mais ils réagissaient au ton. Nous ne nous crions pas dessus. Nous rions ensemble. Parfois, nous nous taquinions, mais nous parlions avec respect. Et ils avaient été conditionnés à penser que si c'est ce que vous faites, alors vous n'êtes pas vraiment en désaccord. Exactement. C'est un muscle qu'on oublie comment utiliser, mais on l'a. On en est capable. Nous l'avons toujours eu. C'est juste que, comme tu le dis, la culture nous permet de laisser ce muscle s'atrophier. Et donc, il faut simplement continuer à encourager nos semblables et les membres de notre communauté à utiliser ce muscle. Pas seulement parce que ça fait du bien ou que c'est la bonne chose à faire, c'est mieux pour tout le monde. Je veux dire, c'est une expérience tellement positive. Il n'y a aucun inconvénient. Il n'y a aucun inconvénient. Non, il n'y en a pas. D'ailleurs, il n'y a plus vraiment de marché, même dans la communauté juive, pour ce type de débat, comme nous l'avons vu. Je ne sais pas. Je viens de regarder un bon débat. J'ai pensé que beaucoup de gens avaient suivi le débat entre Daryl Horn et Deborah Lipstadt. Le débat Sapir a aussi suscité beaucoup d'intérêt. Oui. Non, écoute, je ne dis pas que c'est impossible, mais d'après mon expérience, il semble qu'il y ait un peu moins d'appétit pour ça qu'avant, simplement parce que les gens se sont tellement énervés à propos de tout. Mais aussi, tu sais, ça m'amène à ma prochaine question qui est que c'est une chose de parler de donner la priorité aux relations et à la famille quand il s'agit de désaccords au sein de la famille. Mais où plaçons-nous la limite en tant que communauté? Tu as parlé à plusieurs reprises de l'importance de l'inclusion. Mais une réponse à cela pourrait être que si tout ce que nous défendons, c'est l'inclusion, alors on ne peut pas vraiment, tu sais, cela doit vouloir dire que nous ne défendons finalement rien du tout.
Quelles limites devrions-nous fixer en tant que communauté? Parce que s'il y a bien une chose que j'ai apprise dans ma carrière de journaliste, c'est que tout le monde veut fixer des limites. C'est juste qu'ils ne sont pas d'accord sur l'endroit où la limite doit être fixée. Hmm. C'est une question vaste. Je pense que même si des limites sont fixées, et bien sûr, comme vous le dites, il y a une limite pour tout, la porte doit toujours rester ouverte. Donc je tiens à le dire. Nous devons toujours offrir une porte de sortie. Il devrait toujours y avoir une porte de sortie. Si et quand vous êtes prêt à changer d'avis, notre porte est ouverte. Pour moi, c'est très important. Mais je ne pense pas que cela signifie nécessairement qu'il n'y a pas de limite. Tout le monde est toujours le bienvenu. J'en ai déjà parlé, je vais donner un exemple dans un contexte organisationnel juif où la question a été posée alors que j'étais avec des responsables d'organisations juives. Où devrions-nous fixer une limite concernant les personnes antisionistes travaillant au sein des organisations juives? Et personnellement, j'ai estimé que vous êtes tout à fait dans votre droit de fixer une limite. Si vous êtes une organisation juive dont la mission est, d'une certaine manière, la pérennité du peuple juif, ou le soutien à tel ou tel aspect du judaïsme ou du peuple juif. Dire, écoutez, si vous êtes d'une certaine manière contre l'existence de la patrie juive, cette organisation n'est pas faite pour vous. Partez travailler ailleurs si vous préférez. Quand vous changerez d'avis, un poste vous attend, venez aux offices si vous voulez, mais travailler ici n'est pas une obligation. Et ça, je pense que c'est complètement kosher. C'est tout à fait normal. Je pense qu'il faut poser ce genre de limites. Et au sein de votre synagogue, vous savez, ces limites vont un peu se tracer d'elles-mêmes. Vous savez, si je suis dans une synagogue où l'on fait la prière pour l'État d'Israël et où l'on prie pour les soldats d'Israël chaque week-end, si vous êtes quelqu'un que cela met mal à l'aise ou si cela vous met mal à l'aise, vous allez décider par vous-même si vous voulez partir ou non. La synagogue ne vous dira jamais de partir. La porte est toujours ouverte. Mais si vous, Ou du moins, elle devrait l'être. du moins elle devrait l'être. Mais tu décideras par toi-même. Je ne peux plus être ici. Ce ne sont pas mes valeurs. Et tu décideras toi-même où tu mets la limite. Et si ce n'est pas pour toi, alors tu peux partir. Que Dieu t'accompagne. Allez ailleurs. Nous serons là si tu changes d'avis. C'est ça l'état d'esprit. Nous sommes là si tu changes d'avis. Si quelque chose compte autant pour toi et va à l'encontre de ce qui est essentiel pour nous, cet endroit n'est peut-être pas pour toi. Oui, je pense que c'est un point très important parce que la question de tout pouvoir être débattu, même dans une communauté aussi diverse que les Juifs, c'est facile de dire qu'on peut tous être en désaccord sur, quels devraient être les taux d'imposition. Mais quand il s'agit de la destruction du seul État juif sur la planète où vit la moitié des Juifs du monde, considérer cela comme un sujet de débat, je peux te dire, pour ma part, je suis prêt à débattre de presque tout, mais je ne veux pas débattre de ça. Oui, je suis d'accord avec toi. Et ma réserve, c'est que je pense qu'il est important, surtout avec les jeunes juifs, de s'assurer qu'il y a de la place dans ces espaces pour avoir des conversations, poser des questions et soulever des objections. Je pense que c'est vraiment important parce que si on ne crée pas cet espace, on crée essentiellement une dichotomie où c'est soit tu aimes Israël, et si tu n'aimes pas Israël, ça veut dire que tu dois être de l'autre côté, ce qui signifie que tu vas être du côté de ceux qui détestent l'Israël, que tu le détestes vraiment ou non. Et on ne veut pas créer cette dichotomie. On ne veut pas que ce soit tout ou rien. Soit tu es en parfait accord, je suis amoureux de l'État d'Israël, quoi que ça veuille dire pour mon rabbin, ça veut dire la même chose pour moi, soit tu t'en vas. Il faut trouver un juste milieu pour que chacun puisse exprimer son malaise. Parce que, je veux dire, on sait que les gens reçoivent constamment ce bruit, ce discours anti-Israël toute la journée autour d'eux, surtout les plus jeunes. C'est partout sur les réseaux sociaux, c'est dans les écoles, ça vient aussi de leurs amis. Et si on ne leur donne pas un endroit où ils peuvent venir, se tromper ou poser des questions, on va les perdre. Et je pense que c'est vraiment crucial qu'on crée cela. Et pour être honnête, il y a aussi des adultes comme ça. Des adultes qui, vous savez, n'ont pas reçu d'éducation et qui reçoivent la même chose. Vous savez, ils s'éduquent en même temps que leurs enfants en ce moment et ils reçoivent les mêmes informations. Nous devons nous assurer qu'il y a un espace pour qu'ils puissent exprimer leurs préoccupations. Mais en fin de compte, je suppose qu'il y aurait deux lignes rouges. La première est Israël devrait-il exister ou non? Cela me semble être une limite assez claire pour moi.
On peut débattre de politique. Comme je le dis, personne ne critique Israël autant que les Israéliens eux-mêmes chaque jour. Absolument. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Mais, vous savez, il faut qu'on soit d'accord sur le fait que, vous savez, les Juifs doivent pouvoir se gouverner eux-mêmes et qu'il y a un endroit sur Terre auquel nous avons tous un lien collectif. Et qu'il y a certaines choses, encore une fois, d'organisation où ce n'est pas approprié. Si ma déclaration de mission est « Ceci est un », vous savez, ici, nous faisons de l'éducation sur Israël et nous organisons des collectes de fonds pour récolter de l'argent pour un kibbutz en Israël. Si cela ne vous convient pas, cet endroit n'est peut-être pas pour vous et il n'est pas nécessaire de débattre sur la collecte d'argent pour le kibbutz Be'eri. Si ça te dérange autant, ce n'est pas l'endroit pour toi. Ouais, je pense que c'est vrai. Et honnêtement, je pense que, tu sais, Israël ou pas Israël est vraiment le seul sujet en ce moment. Tu sais, les questions sur où la frontière devrait être, tu sais, toutes ces choses qui étaient vraiment pertinentes il y a 20 ou 30 ans, je ne pense pas qu'elles le soient encore aujourd'hui et certainement pas après le 7 octobre. Intéressant, je suis curieux de savoir pourquoi tu ressens ça. Je ressens ça parce que j'ai fait partie du débat pendant les 30 dernières années. De savoir seulement si Israël doit exister ou non. C'est la seule vraie question actuellement. Parce que je pense que pendant longtemps, la communauté juive était elle aussi très divisée. Israël lui-même était très divisé à propos, vous savez, de la politique du processus de paix. Et cela se reflétait dans la discussion ici aux États-Unis. Mais on ne parle vraiment plus de ça maintenant, on parle de, vous savez, quelque chose de beaucoup plus fondamental. L'antisionisme, vous savez, n'était pas quelque chose qui était, disons, débattu, vous savez, ou considéré comme normatif. Sur les pages éditoriales, disons, du New York Times, il y a 20 ou 30 ans, ce n'était pas du tout normatif. Aujourd'hui, ça l'est vraiment. C'est ce qu'ils font. C'est en grande partie l'argument principal. Et à ce stade, je pense que c'est un peu la seule chose sur laquelle on devrait se concentrer. Je veux dire, tu sais, parce que c'est là où nous en sommes. Tu sais, c'est là où les événements nous ont menés. Je suppose que ma lecture est un peu différente, pour reprendre ton exemple du New York Times, par exemple. Tu sais, quand il parle d'antisionisme, je vois deux choses. D'une part, je le vois, tu sais, comme étant essentiellement un mouvement de haine. Et il n'y a pas vraiment de véritable débat intellectuel ni de véritable discours de fond. C'est de la haine antisémite basée sur la diffamation, comme nous l'avons vu chez les Soviétiques, tu sais, au siècle dernier. Ou bien c'est une sorte de mauvaise définition du sionisme en le réduisant à la manière dont le gouvernement de droite de Bibi Netanyahou dirige le pays et en assimilant tout Israël à cela. D'une manière que je pense, tu sais, si on claquait des doigts et qu'il y avait un gouvernement totalement différent faisant quelque chose de totalement différent, je pense que la conversation, sa nature, changerait. Est-ce que je pense que le sentiment changerait? Pas forcément, mais je pense que la nature de ce qui serait discuté changerait. Si vous ne voyez pas un gouvernement qui était perçu, du moins, vous savez, comme permettant ou soutenant la violence des colons, ou ayant des aspirations à prendre le contrôle de Gaza, du Liban et de la Cisjordanie. C'est du moins la perception de ce gouvernement actuel. Donc, je pense que les choses pourraient éventuellement changer au niveau du discours s'il y a un changement de gouvernement plus tard cette année, mais nous verrons bien. Eh bien, je vais vous contredire là-dessus. À ce sujet, parce que je ne pense pas qu'il y ait un gouvernement concevable qui pourrait être élu cette année. Et évidemment, vous savez, les Israéliens sont très divisés au sujet de Netanyahou, mais ils ne sont pas divisés au sujet de la guerre. Ils ne sont pas vraiment divisés concernant la guerre contre l'Iran ou contre le Hamas. Vous savez, et après tout, si Netanyahou est resté au pouvoir, vous savez, pendant toutes ces années, c'est qu'il a remporté tant d'élections. Ce n'est pas parce que, vous savez, ce n'est pas un complot, c'est parce que l'autre camp a en quelque sorte perdu le débat. Et vous savez, si ce n'est pas Bennett et que vous avez Lapid, vous savez, leurs politiques concernant la guerre ne seront pas si différentes. Et je pense que si vous regardez de plus près beaucoup de gens, je prends juste l'exemple du New York Times, je suppose, qui vient de gagner le prix Pulitzer.
Vous pouvez examiner la liste de leurs rédacteurs, leurs idées, le rédacteur en chef qui vient d'écrire cette critique de livre complètement folle, une critique d'un livre sur le Bund. Vous savez, en gros, ils disent que toute personne qui pense que, vous savez, le sionisme comme Israël est essentiel à l'identité juive est, vous savez, folle. Je ne pense pas qu'ils ne verront d'un bon œil aucun gouvernement qui pourrait être élu en Israël. Eh bien, je veux dire, la dernière partie que tu viens de dire fait écho, tu sais, au premier point que j'ai soulevé, et pour moi, c'est juste une autre forme de haine des Juifs. Si tu me dis que c'est inconcevable, C'est une forme de haine des Juifs qui n'était pas présente sur la page éditoriale du New York Times. Tu sais, à l'époque où les libéraux débattaient avec les conservateurs, avec quelqu'un comme Anthony Lewis, eh bien, il a été remplacé par ces types-là. ouais, ce n'est pas génial, je veux dire, c'est... Ouais. Vous savez, l'antisionisme. Nous avons été mal préparés à faire face à cette forme spécifique de haine envers les Juifs. Nous n'avons pas appris en tant que société, en tant que communauté juive, comment cela fonctionne, comment le reconnaître. Je veux dire, je ne suis pas le premier à le dire, mais nous avons consacré tout notre temps et nos ressources à enseigner. La haine des Juifs équivaut à la Shoah. Vous voyez, c'est à ça que ça ressemble. C'est ce que c'est. Je sais reconnaître un nazi, et si tu n'es pas un nazi, je ne sais pas comment reconnaître si tu es antisémite ou non. Et nous n'avons consacré ni temps, ni argent, ni ressources à l'enseignement. Par exemple, l'antisémitisme soviétique, l'antisionisme et à quoi cela ressemble, et comment les Juifs eux-mêmes en Russie soviétique ont été cooptés pour démanteler leurs propres institutions. Et nous n'avons pas cette familiarité, nous n'avons pas cette capacité à reconnaître ces schémas, et donc cela se produit en ce moment même dans les normes sociales, ce qui est souvent la manière dont la haine des Juifs parvient à opérer. Nous essayons actuellement de rattraper notre retard. Je pense que c'est un point très important. Permettez-moi de revenir un instant au film, ou du moins à quelque chose qui s'y rapporte. Une question liée au cinéma en 2024. Vous faisiez partie d'un groupe de créateurs juifs ayant écrit à l'Académie des arts et des sciences du cinéma pour contester les nouvelles règles des Oscars. Concernant l'inclusion, vous demandiez que les Juifs soient inclus parmi les groupes sous-représentés concernés par ces règles. Je ne pense pas que vous soyez allé très loin avec cela, mais vous pouvez me corriger si je me trompe. Mais est-ce que la DEI peut, ce qui, en pratique, même si certains pensent que ce n'est vrai qu'en théorie, traite Israël et les Juifs comme des oppresseurs blancs, ce qui est au cœur des raisons pour lesquelles tant de progressistes se sont retournés contre Israël? Est-ce que cela peut vraiment inclure les Juifs, alors que ceux qui s'en préoccupent considèrent les Juifs comme faisant partie de la classe des oppresseurs et qu'ils ne peuvent pas vraiment être des victimes? C'est une question très essentielle. Je sais que vous, mes amis et alliés noirs, pensez que la DEI est incroyablement importante pour eux et que ils sont très contrariés et blessés. Quand des voix juives disent de tout supprimer, ils se demandent « Et nous? Qu'en pensez-vous? » D'un autre côté, je ne pense pas qu'ils comprennent vraiment totalement la façon dont la DEI a, en fait, comme vous le soulignez, été instrumentalisée d'une manière qui exclut l'une des plus petites minorités ethniques de la planète, ce qui est insensé. Donc, il m'est difficile d'imaginer cela en quelque sorte. Existe-t-il une version où nous devrions avoir un programme ou une vision du monde DEI fonctionnelle, où la diversité et l'inclusion incluent les Juifs en tant que minorité ethnique diverse? Absolument. Une fois que vous comprenez qui sont les Juifs et ce qu'ils sont, ils s'intègrent tout à fait naturellement dans un tel cadre. Mais si nous continuons, en tant que monde, à avoir cette incompréhension totale de qui sont les Juifs et de ce qu'ils sont, à la fois à travers le récit binaire d'oppresseurs et d'opprimés, et, vous savez, lié à cela, cette catégorisation totalement erronée et cette incompréhension des Juifs, considérés en grande partie comme une classe de personnes riches, blanches et européennes. Ce qui non seulement est inexact, mais ne reflète même pas, même de façon erronée, la majorité des Juifs dans le monde qui ne sont même pas perçus comme blancs. Ce qui est tellement exaspérant, vous savez, c'est ça le vrai problème. Donc je pense que, vous voyez, si on pouvait appuyer sur un interrupteur et que tout le monde se disait « Ah, vous voulez dire que les Juifs sont en fait cette tribu d'Israël qui a été exilée et dispersée à travers le monde. »
Maintenant, je dirais qu'on est comme les pinsons des Galapagos, évoluant différemment sur chaque île à cause de l'évolution. Nous avons été dispersés, donc certains ont un bec plus long, d'autres mangent ce type de noix, car nous avons grandi dans des endroits différents. Mais on vient tous du même groupe d'origine. Et ça, vous savez, Israël, où plus de 50% d'entre nous vivent, ce n'est même pas la majorité des personnes qui viennent d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Exactement. Ce sont des faits vraiment basiques. Et si cela était compris, alors cela se diffuserait dans les politiques de diversité, d'équité et d'inclusion. Je pense que c'est vraiment l'élément manquant. Je ne pense pas que les dispositifs de diversité, d'équité et d'inclusion soient en eux-mêmes irréparables ou défaillants. C'est la façon dont les Juifs sont compris qui est cassée. Si on corrige cela, beaucoup d'autres choses pourraient s'arranger. Dans ce parcours juif public, qu'as-tu trouvé de plus surprenant chez tes collègues artistes et leur rapport au monde de l'après 7 octobre? Et qu'est-ce qui t'a le plus déçu? Oh là là, c'est une grande question. Je commence par la deuxième question car elle me semble plus facile. Je veux dire, je suppose que ce qui continue de me décevoir, c'est que les gens abdiquent leurs responsabilités en ce moment. Et vous savez, ça me dérange. Je ne pense pas que tout le monde sur Terre doive, vous savez, grimper au sommet d'une montagne et crier dans un mégaphone à propos des Juifs et défendre les Juifs. Mais je pense que chacun doit être un ambassadeur des Juifs dans sa propre vie et dans sa propre sphère d'influence en ce moment, et que les gens doivent utiliser leurs compétences, leurs passions et leur sphère d'influence, quelle qu'elle soit. Utiliser ce diagramme de Venn. Et, vous savez, c'est là que vous devriez avoir un impact. C'est juste que, vous savez, il y a un certain sentiment de privilège et de paresse à ne pas se montrer à la hauteur de ce moment et à dire, vous savez, que l'autre s'en occupera. Je vais, vous savez, rester ici, à baisser la tête, à faire mon truc pendant que d'autres, vous savez, mènent mes combats à ma place. Donc ça a été décevant. Je voudrais juste que plus de gens ressentent un appel individuel à la responsabilité. Mais c'est ça l'humanité, non? À chaque époque, certains relèvent le défi, d'autres non. C'est ainsi que nous sommes en tant qu'espèce. Nous l'avons vu dans les années 30, nous l'avons revu à chaque fois et nous le voyons encore aujourd'hui, mais ça fait toujours mal. Et en termes de surprise, ce qui m'a surpris, je suppose que j'ai été surpris par, je ne sais pas si je devais dire quelque chose. Peut-être par à quel point cela a été positif ou même à quel point les gens sont surpris. Découvrir à quel point c'est positif me surprend. Ou à quelle fréquence je fais quelque chose qui, pour moi, semble non seulement naturel, mais aussi agréable. Et quelqu'un va dire « Oh, c'est tellement courageux ». Et je me dis « Je dois y réfléchir un instant ». Et ce que j'en comprends, c'est que cela te semble courageux parce qu'il y a là quelque chose qui te fait peur. Mais pour moi, il n'y a pas de sentiment de peur. Parce que, tu sais, j'aurais bien plus peur de vivre caché ou d'avoir des regrets. Dans 20 ans, et en regardant en arrière, me dire « Oh mec, j'ai été un lâche » ou « Tu sais, j'ai abdiqué ma responsabilité » ou « Je vivais en mentant sur qui j'étais pour que les autres se sentent à l'aise ». Ça, pour moi, c'est bien plus effrayant que d'être moi-même authentique, tu sais, 24 heures sur 24. Ça, pour moi, ce n'est pas effrayant. Ça, pour moi, c'est libérateur. Ça, pour moi, ça fait du bien. Ça, pour moi, c'est juste. Ça, pour moi, c'est naturel. Je ne ressens vraiment pas. Et ce n'est pas pour me lancer des fleurs ici. Il n'y a absolument aucun sentiment de courage là-dedans pour moi. Pour moi, c'est en fait m'éloigner de ce qui me fait peur, c'est-à-dire ressentir du regret ou avoir l'impression de m'être déçu moi-même, d'avoir déçu ma famille ou d'avoir mal agi dans un moment qui demandait de l'intégrité. Ça, pour moi, c'est bien plus effrayant. Donc, je pense que je suis peut-être surpris que ce ne soit pas le raisonnement de tout le monde. Oui, je me reconnais tout à fait là-dedans. Je suis sûr que oui. Quel juif admires-tu actuellement? Je suis inspiré par tellement de personnes. Vraiment, parce que c'est un moment où tout le monde doit se mobiliser. Je suis inspiré par chaque personne juive qui répond à cet appel, vraiment. Que ce soit un juif quelconque dans l'Iowa qui, vous savez, n'était pas engagé avant le 7 octobre et qui maintenant lance un club de lecture juif pour les 10 juifs de son comté. Je trouve ça incroyable et tellement important. Et c'est comme ça qu'on va traverser cette période grâce à des gens qui font ce genre de choses.
Je fais partie du cabinet national des jeunes leaders de la Fédération juive qui réunit environ 400 juifs dans la trentaine et la quarantaine venant de tout le pays. Et je suis vraiment inspiré par mon groupe dans cette organisation. Et vous savez, je suis l'un des très rares, vraiment très rares, à travailler professionnellement dans le milieu juif au quotidien. Ce sont des personnes qui ont des emplois ordinaires et tout ça, mais qui prennent une responsabilité en ce moment. Ils veulent faire partie d'une organisation qui soutient la vie juive, où ils assument des rôles de leadership, où ils s'engagent dans leur communauté et dans leur identité juive. C'est vraiment inspirant pour moi. Donc, vraiment, n'importe qui, à n'importe quel niveau, quel que soit le type de micro que vous avez, les grands micros m'inspirent, les petits micros m'inspirent aussi. Ce sont simplement des personnes qui disent « Hinani », c'est ça qui m'inspire. Bon point. Et c'est une bonne note pour conclure. Jonah, merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui. Comment nos téléspectateurs et auditeurs peuvent-ils te suivre, suivre ton travail et regarder ou écouter ton podcast? Merci de poser la question. Vous pouvez retrouver Being Jewish with Jonah Platt sur toutes vos plateformes de podcast préférées, Apple, Spotify, Amazon. Nous sommes aussi sur YouTube. Nous sommes également diffusés sur Jewish Broadcast Service à la télévision. Nous passons en première partie de soirée le jeudi soir, puis en rediffusion tout au long du week-end. Toutes ces informations se trouvent sur notre site internet beingjewishpodcast.com. Et vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux sous Jonah Platt ou Being Jewish Podcast. Eh bien, c'est super. Nous voulons également remercier notre public. N'oubliez pas d'écouter chaque jour Jonathan Tobin Daily Edition que vous pouvez retrouver partout où vous écoutez vos podcasts. Et que vous nous écoutiez sur l'une de ces plateformes ou que vous nous regardiez en direct sur Facebook, X ou sur la chaîne YouTube de JNS, merci d'aimer et ou de vous abonner à JNS. Cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications et laissez-nous de bons avis. Écrivez-nous à thinktwist@jns.org et dites-nous où vous écoutez ou regardez l'émission et ce que vous en pensez. N'oubliez pas de lire et de réfléchir par vous-même. On se retrouve la semaine prochaine.